Bonjour à tous, nous avons le plaisir aujourd'hui de accueillir Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour Bonjour, Romain. écoute, on est ravis de t'accueillir. Alors, on ne ressent pas ton accent américain puisque tu es un pur français, mais expatrié en Californie, dans la Silicon Valley. On est vraiment ravis de pouvoir échanger avec toi puisque tu travailles chez Lucid Motors, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas encore, un concurrent de Tesla. Je crois que tous ceux qui sont les aficionados du véhicule électrique, tous ceux qui aiment Tesla, dont je fais partie, attendent avec impatience l'arrivée de Lucid Motors en Europe. Et l'idée, voilà, c'est d'échanger avec toi pour faire découvrir un peu à notre communauté comment est-ce qu'un Frenchie qui, je crois, a fait une partie de ses études à Versailles, qui a bossé à Paris, est parti en Californie. Comment est-ce que tu vis le truc? Comment est-ce que c'est quoi les différences culturelles en matière d'habitude de travail, en matière de mindset avec entre les États-Unis et la France? J'imagine que c'est deux mondes totalement éloignés, mais pas tant que ça finalement, puisqu'il y a quand même beaucoup de points communs. Et voilà, c'est un peu le sujet de notre échange. Donc, bienvenue à toi. C'est vraiment un plaisir de pouvoir t'avoir aujourd'hui dans France Autotech et Autotech Calls. Merci Romain, et puis merci de me donner le temps de me présenter, puis d'expliquer comment je suis arrivé là. Donc je suis normand, donc bien normand. J'ai commencé mes études donc en France. J'ai un diplôme d'ingénieur en mécanique. J'ai commencé à travailler dans l'automobile, alors principalement en Angleterre. J'ai travaillé aussi dans l'aérospatiale en France pendant 6-7 ans. Et la principale raison pour laquelle je suis venu aux États-Unis, c'est pas pour le travail, mais c'est pour ma femme, qui est américaine. Donc, je suis arrivé sur le sol américain il y a maintenant 5 ans. Et mes expériences, mon diplôme et mes expériences en France et en Angleterre ont fait, ça m'a permis d'ouvrir pas mal de portes. Et j'ai eu l'occasion de travailler pour une petite entreprise pendant quelques années ici qui fait de la customisation pour Porsche. Et j'ai été contacté directement par Lucid. Donc Lucid on est basé à côté de San Francisco, juste à côté du concurrent, tu l'as cité, concurrent principal dans le monde de l'électrique qui est juste à côté de chez nous. Voilà, toute cette expérience, j'ai travaillé pour deux grandes marques en Angleterre qui ont fait que ils étaient très friands de pouvoir me proposer un job chez Lucid. Ouais, c'est top. Alors, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite tous à regarder un peu à quoi ressemblent les Lucid. Elles sont concurrentes de Tesla avec un positionnement, je crois, un peu plus luxueux, haut de gamme. C'est le parti pris de cette marque-là. Les premières livraisons ont commencé il y a quelques semaines, quelques mois. Et on a effectivement, moi j'ai vu Elon Musk se prononcer en disant que se réjouissant de ces premières livraisons, mais que le challenge d'un constructeur comme ça, c'est d'arriver à atteindre un seuil de rentabilité et à atteindre un volume suffisant et une marge suffisante pour effectivement atteindre le point mort. C'est ça le vrai challenge que vous avez devant vous. Alors, quelles sont les principales différences en matière de travail? Comment tu ressens l'esprit américain? Comment tu ressens le fait de travailler chez Lucid par rapport à tes expériences françaises et européennes? Alors, la première impression, c'est la rapidité et la fluidité. C'est vrai que après avoir travaillé en France, où dès qu'on veut mettre quelque chose en place, même si on a de très bonnes idées, ça peut prendre des mois, voire des années, spécialement dans le monde du spatial. Aux États-Unis, ça va très vite. Une idée qui sort en réunion en se disant on va faire ça, pendant la même journée, voire les jours qui suivent, on travaille déjà sur l'idée et on propose quelque chose directement et ça va très très vite parce que la structure est très plate où on a accès. Moi, j'ai accès directement au PDG de Lucid très rapidement. Donc, dès qu'une idée est lancée, on travaille dessus dans les jours qui suivent et on la concrétise très rapidement. Ça, c'est une des plus grosses forces en fait de la mentalité ici aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de limite. Dès que l'idée est bonne, on y va, on a le budget qui va et on concrétise l'idée. Combien vous êtes de salariés chez Lucid Motors?
Alors ça bouge tout le temps, ça monte surtout très très vite parce qu'on est en train de construire une nouvelle usine en Arizona. On est aux alentours de, alors les chiffres exacts, je sais pas, 2500, 3000 personnes aujourd'hui. Mais là, on est en train de construire une usine de 1000 mètres carrés où on va devoir embaucher entre 4 à 6000 personnes. D'accord. Et malgré le fait qu'il y ait quand même 2500-3000 personnes, il y a quand même une hiérarchie très plate et un organigramme très Ouais, horizontal de façon à favoriser, j'imagine, la prise de décision rapide et la vélocité finalement. Parce que cette notion de vélocité, quand on, en tout cas en France, en Europe, on étudie la vélocité d'un projet, mais là finalement, ça serait bien d'étudier la vélocité d'une boîte. Et donc, tout ce que tu dis, c'est qu'aux États-Unis, la notion de vélocité, de rapidité de prise de décision est extrêmement importante et beaucoup plus rapide qu'en France. tout à fait. Et si on fait une erreur, bah bon, c'est pas grave, au moins on a appris quelque chose. Mais oui, les décisions sont prises très vite. Un des gros exemples de Lucide, c'est la création de l'usine, parce que l'usine a commencé en décembre 2019 et en novembre 2020, on sortait des véhicules de cette usine. Donc, Ah ouais, donc ce qui est quand même ce qui est extraordinaire. voilà, en moins d'un an, on a construit sur un sol où il n'y avait rien du tout une usine complète. Ouais, ce qui est à l'échelle industrielle, pour sortir quelque chose de qualité, c'est quand même assez extraordinaire. Alors effectivement, je pense que cette notion d'inhibition, cette notion de rapport à l'échec, de rapport à la prise de risque, c'est vraiment, fondamentalement différent entre l'Europe et les États-Unis, quoi. Il y a une notion finalement d'entrepreneuriat, mais qu'on retrouve dans beaucoup de boîtes américaines finalement. Ouais, c'est vrai que c'est. Et puis on nous lise, même si on travaille pour un certain département et qu'on a des idées pour améliorer d'autres départements, ben on nous laisse aussi libre accès. Et, on n'est pas vraiment cloîtré sur une position, on est vraiment assez ouvert pour aider l'entreprise et pas seulement le département pour lequel on travaille. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait, et quelles sont les positions que tu as, adoptées, et donc quels sont les postes que tu as effectués au sein de chez Lucide? Et là, tu es senior project manager, c'est ça, hein? C'est ça. Donc, je suis responsable projet pour le studio de design. Donc, je suis directement rattaché au designer Derek Jenkins et à l'équipe de fabrication de prototypes et autres. Donc, mon poste, c'est de rendre et de fabriquer les premiers prototypes et premiers véhicules, faire passer du numérique au réel. Donc, je fais en sorte d'avoir les premiers véhicules, ce qu'on appelle les show cars, mais aussi les véhicules qu'on donne aux médias, les premiers véhicules qu'on donne aux médias ou les premiers véhicules qu'on présente au public. Mon rôle est de faire d'un CAD un véhicule réel. Oui, c'est ça, tu transformes les fichiers CAD en réel. Alors effectivement, la création, la mise au point d'un véhicule avec la digitalisation a été fortement accélérée. Et simplement, la démarche dans laquelle tu es, toi, c'est d'être confronté au réel. Et donc, ce qui est beau sur un ordinateur, et il faut après le rendre. C'est un peu les difficultés que tu dois rencontrer au quotidien, j'imagine. Donc voilà, et la difficulté est que en parallèle, on a les bureaux d'engineering et manufacturing qui vont lancer la production du véhicule. Mais bon, ça va prendre du temps à mettre en place les machines, les outillages, tous les process. Et moi, je dois faire en sorte de créer. Je peux pas me permettre d'attendre que les premiers véhicules de l'usine sortent bons pour pouvoir les présenter. Il faut que je trouve des solutions pour présenter des véhicules avant qu'on ait les premiers véhicules qui sortent de l'usine. Ouais, je comprends. Et alors, comment est-ce que tu vis cette effervescence qu'il y a autour du véhicule électrique? Moi, vu de ma fenêtre, ce que j'entrevois, c'est que finalement, en Europe, ce sont les constructeurs et équipementiers historiques, hein, qui traitent de ce sujet du véhicule connecté, du véhicule autonome, hein, qui va arriver dans les années qui viennent. Alors qu'en Asie, aux US, c'est plutôt les boîtes de tech. Et donc, on se retrouve effectivement un peu
à avoir des constructeurs historiques qui se retrouvent en concurrence avec des boîtes de tech. On le voit d'ailleurs un peu sur les semi-conducteurs. Sur les semi-conducteurs, c'est les boîtes de tech qui font concurrence aux constructeurs, et d'où la rareté et d'où leur capacité à payer aussi cher qu'une boîte de tech. Mais donc, comment est-ce que tu vois cette effervescence entre Tesla, entre Rivian, on a vu Nicolas qui a eu des difficultés en bourse, etc. Et tu dois être au sein vraiment, à la fois géographiquement et à la fois culturellement et professionnellement, au sein d'une effervescence très forte dans ce domaine-là. Alors c'est vrai que déjà la petite histoire, c'est que je suis pas du tout du monde électrique à la base, que j'ai travaillé pour Porsche, Aston Martin et Bentley, donc c'était vraiment de la vraie voiture de sport. Et je suis arrivé dans ce monde électrique, même si je conduis une Tesla et je suis friand de cette nouvelle technologie. C'est vrai qu'ici, mon voisin, il conduit une Rivian. On a des véhicules même développés par toutes les entreprises comme Google et autres qui roulent autour de chez nous. Aujourd'hui, fabriquer une voiture, c'est pas le plus compliqué. Tout le monde fabrique des voitures. Les grands noms, Ford ou General Motors aux États-Unis ou Peugeot Renault fabriquent des voitures depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, c'est la technologie électrique, parce que l'énergie fossile va s'arrêter à un moment. Donc l'énergie électrique, c'est ce qui va nous permettre d'avoir cette transition vers peut-être autre chose. Et l'interface. Aujourd'hui, c'est très simple de mettre un écran dans un véhicule, mais est-ce que l'interface entre le conducteur et le véhicule se fait bien ou non? C'est ce que les personnes recherchent. Le fait d'être dans la Silicon Valley, on a accès en fait à toute la technologie, parce que derrière il y a Google, Amazon, Facebook et autres Apple qui sont juste là. Les ingénieurs qu'on utilise, c'est des ingénieurs qui bougent régulièrement, parce que la durée de vie dans une entreprise dans la Silicon Valley, c'est de 3 à 4 ans. Même pas sur un poste, c'est dans l'entreprise. Et puis les gens changent régulièrement. Mais c'est vrai que l'interface et la technologie, c'est les deux plus gros piliers que les entreprises de véhicules électriques cherchent à développer, parce que c'est ce qui va faire la différence avec d'autres constructeurs. C'est très intéressant. C'est-à-dire que là, tu nous fais vivre effectivement de l'intérieur ce qu'on ne peut pas savoir, ce qu'on ne peut pas deviner, et c'est qu'il y a des échanges énormes d'ingénieurs ou de collaborateurs entre les différentes boîtes de tech, et que quelqu'un qui a bossé 3 ans chez Google, 3 ans chez Facebook, quand il arrive chez Lucid ou chez Tesla, il lui amène ce savoir-faire, cette culture du digital, cette culture de l'UX, de user experience, qui est vraiment extrêmement importante. Et c'est, je crois, ce qu'on manque le plus finalement, parce que en Europe, c'est vraiment la capacité à faire des interfaces qui soient efficaces, qui procurent un feeling excellent avec le conducteur, là où avant, on demandait au conducteur de s'adapter finalement au véhicule. Là, on lui demande au contraire, on demande à l'interface de faire corps avec le conducteur, et donc faire en sorte finalement d'avoir un rapport à sa voiture totalement différent. Moi, je roule en Tesla à titre personnel, et il faut véritablement, et j'invite tous ceux qui nous écoutent à expérimenter, louer une voiture pendant 48 heures, vous verrez, le rapport que vous avez avec la voiture n'est pas du tout le même que ce qu'on avait avec un véhicule thermique de l'ancienne génération. Est-ce que tu confirmes ce mindset-là? Oui, tout à fait. C'est un peu la même transition que quand on est passé d'un téléphone 3310 à un smartphone. Il y a toute une façon de faire, le rapport au téléphone qui a complètement évolué. Mais le rapport à la voiture, alors pas spécialement électrique, mais le rapport au nouveau véhicule d'aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a cette interface qui est très importante. Un véhicule, et nous, alors on appelle ça Dream Drive, c'est la capacité au véhicule à conduire. Donc on est au level, il y a 5 niveaux d'autonomie, de conduite autonome. Officiellement, on est au niveau 2, mais on a toute la technologie avec plus d'une trentaine de capteurs et de caméras qui vont nous permettre d'arriver rapidement aux autres niveaux. Et ça, c'est ce que les clients aujourd'hui attendent, c'est et l'interface et la capacité d'utiliser le véhicule différemment. Ouais, tout à fait. On a chez France Autotech des boîtes qui bossent là-dessus. On a Outsite qui conçoit des lidars. On a X Technologies qui fait
qui est un logiciel qui permet de gérer la data issue des véhicules connectés, des véhicules autonomes, qui a un software là, dans lequel Google a investi 1 million de dollars il n'y a pas longtemps. Donc on a des boîtes françaises qui font des super perfs, mais c'est vrai que en Europe, on a du mal. En tout cas, les utilisateurs aujourd'hui ne comprennent pas qu'on est sur des sujets tech. On a beaucoup de développeurs qui bossent chez Tesla, là où tu as des constructeurs historiques, effectivement, qui faisaient des véhicules et qui mettaient dedans l'ordinateur, là, on a chez Tesla ou chez Lucid, j'imagine que c'est la même dynamique. On fait un software et on met une voiture autour. C'est le rapport au software qui compte le plus. Demain, la voiture, elle va rouler toute seule, elle va être autonome. Quand je dis demain, c'est peut-être beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit. La technologie est là, le matériel est là. Est-ce que tu confirmes aussi de ton côté? Alors tout à fait. Aujourd'hui, ce qui ralentit la mise en place de véhicules autonomes ou de nouvelles technologies, c'est pas la technologie en elle-même, parce que nous on voit, Google a beaucoup de véhicules et puis d'autres marques ont beaucoup de véhicules qui roulent avec ou sans conducteur, soit dans la Silicon Valley ou sinon en Arizona, parce qu'en Arizona aujourd'hui à Phoenix ils peuvent rouler sans conducteur derrière le volant, où on peut prendre ces taxis complètement autonomes. Aujourd'hui, c'est la régulation. C'est la loi. Politique et la loi. Parce que la technologie est là. Il y a quelques accidents, il y a quelques erreurs. Mais aujourd'hui, un avion qui fait un Paris-New York, 80% du temps est piloté de façon autonome. Et c'est la même chose est vraiment possible dans l'automobile. C'est vraiment la loi qui fait que il y a un frein là-dessus. Alors, tu penses que du coup, il y aura effectivement une période un peu intermédiaire, c'est-à-dire que tout le monde se dit finalement, le véhicule autonome est une chimère parce que on va pas s'arrêter de conduire. Mais ce que tu dis, le parallèle que tu fais avec l'avion, c'est qu'on pourrait imaginer que dans les endroits sensibles, dans les endroits où il y a de la foule, des piétons, dans les endroits en ville, on garde la main sur le véhicule parce qu'on fait confiance à l'humain, mais que dès lors qu'on sort de la ville, on serait capable effectivement de faire confiance à la technologie, de la même façon que les pilotes en avion, une fois qu'ils ont décollé, c'est une espèce de conduite autonome ou de pilotage automatique qui prend le relais finalement. Donc ça, tout à fait. Ouais. Ça, c'est le niveau 3 et niveau 4 du véhicule autonome, où dans des endroits où il n'y a pas de problème sur l'autoroute ou sur la nationale, où c'est vraiment standard, mis à part et puis moi, je fais plus confiance à l'ordinateur à réagir par rapport à quelque chose d'imprévu plutôt qu'à moi. Ça va être une étape transitoire avant d'arriver sur un domaine où le véhicule est capable d'aller de chez moi ou de sa maison à un lieu quelconque sans même qu'on touche le volant. Mais ça va arriver. Il va y avoir une période transitoire, mais pour moi, on le voit. Hein, si vous regardez sur Tesla, alors on parle beaucoup de Tesla, mais parce que Lucid n'a pas encore de volume de production et de véhicules qui sont en masse sur les routes. Mais avec le FSD de chez Tesla, regardez il y a des vidéos qui sont hallucinantes de gens qui ne touchent pas le volant pendant des dizaines et des dizaines de kilomètres. Moi, je conduis cette marque-là et j'ai 30 minutes à peu près de trajet pour aller travailler. Et pendant au moins 20 minutes, je touche pas du tout au volant parce que le véhicule conduit tout seul. Voilà, ça c'est la tech, c'est ce qui va arriver dans les toutes prochaines années en France, et je crois qu'effectivement on n'est pas du tout prêt même culturellement, et ça peut être un problème d'ailleurs parce que finalement au-delà de la capacité à acheter un produit, de la capacité à l'utiliser, de là à ce que la réglementation le permette, il faut aussi qu'on soit prêt à utiliser ces technologies-là. Et souvent, c'est ça, c'est la capacité des clients à utiliser et à accepter d'utiliser une innovation. Quoi. Et là, on est dans des process d'innovation qui, en tout cas en Europe, peut-être que ça sera moins rapide qu'aux États-Unis, quoi. Tout à fait, ouais. Après, c'est beaucoup de tests. C'est pour ça que Google se retrouve avec, là, dans la baie autour de San Francisco, il y a au moins une centaine de véhicules Google qui se promènent et qui font des essais. Plus on va faire des essais, plus ça va être fiable. Il va falloir convaincre les gens, mais je pense qu'une bonne partie de la nouvelle génération va être convaincue assez rapidement parce que c'est le monde de demain et ça va arriver, je pense, plus
plus vite qu'on prévoit. Ouais, il y a de grandes chances. Et comme dans tout processus d'innovation, il y a effectivement des phases dites un peu héroïques, voire chaotiques, hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de freins liés à l'usage du véhicule électrique encore aujourd'hui, mais c'est l'avenir. Et dans les années qui viennent, les choses des solutions vont être trouvées. Les autonomies des batteries vont encore s'améliorer. L'autonomie des véhicules, la tech et les logiciels, les softwares vont encore s'améliorer. On est encore aux prémices finalement de cette révolution. Mais ce que nous on dit en tout cas au sein de France Autotech, c'est que ne pas croire que la révolution digitale qui touche aujourd'hui le secteur automobile de plein fouet se limite au passage du thermique vers l'électrique. C'est pas du tout ça. Ça ne se limite pas à ça. Ce qui est important, c'est vraiment c'est sous-estimer la hauteur de la vague de croire que c'est uniquement une bascule du thermique vers l'électrique. C'est pas du tout ça. C'est le rapport à la voiture qui change, c'est la tech qui change, c'est le software qui change, c'est la façon de se déplacer, c'est la façon d'utiliser. C'est les voitures qui aujourd'hui restent 95% du temps arrêtées dans un parking. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc c'est la façon dont on partage un véhicule, la façon dont on connecte. C'est tout ça qui va changer finalement. Tout à fait. Je pense que le passage du thermique à l'électrique dans certains endroits, ça s'est déjà fait. On prend ici aux États-Unis, surtout en Californie, on voit quasiment, je crois que c'est à 30% de véhicules électriques dans certaines régions. Nous, avec ma femme, on pense à que avoir électrique maintenant, parce que c'est plus simple, plus fiable. Plus économique. Plus économique, surtout. Plus vertueux d'un point de vue voilà. environnemental aussi. On trouve des chargeurs partout. Ça, c'est aussi un autre problème, c'est la partie infrastructure. Mais on roule, on a fait quasiment 40 000 kilomètres l'année dernière avec notre véhicule électrique. On n'a jamais eu de soucis par rapport à ça. Et puis oui, après, il y a toute la nouvelle technologie. Mais si on prend le nouveau véhicule de chez Volkswagen, où ils ont essayé de mettre tous ces écrans pour avoir cette interface, de le faire un peu moderne, même les voitures thermiques vont arriver rapidement à une interface électronique. Alors, il y a beaucoup de parallèles qui sont faits entre Tesla et Apple. Finalement, quand Nokia, moi je me souviens de titres dans la presse où on voyait Nokia qui était indéboulonnable selon les journalistes et qui finalement, quand Apple est arrivé, a été balayé par Apple parce qu'Apple est venu avec une super UX, mais aussi avec une approche différente, avec une marketplace d'appli, avec un choix extrêmement large d'applications pour arriver vraiment à répondre à tous les besoins très spécifique des clients, un peu comme si tu comparais la télé aujourd'hui et YouTube, quoi. Sur YouTube, tu as une masse de vidéos qui viennent correspondre exactement à tes passions, où tu vas vraiment avoir une attention très forte sur YouTube, alors qu'en télé, on fait un programme qui doit plaire au plus grand nombre et donc qui finalement tombe toujours un petit peu à côté, quoi. Et voilà, c'est un rapport finalement totalement différent quand on fait ces softwares-là. Et finalement, c'est voilà, une révolution digitale qui est en train d'impacter l'automobile, quoi. Tout à fait, ouais. C'est vrai que la révolution qui a été lancée maintenant il y a une dizaine d'années par Elon Musk, en imposant un peu, parce que le véhicule électrique existe depuis toujours. Les gouvernements ont fait en sorte, notamment le gouvernement américain, lorsque General Motors voulait mettre un véhicule électrique dans les années 90, ont fait que les constructeurs ne se sont pas vraiment penchés sur l'électrique parce que c'était pas rentable, c'était pas soi-disant l'avenir. Aujourd'hui, ça a complètement été inversé parce qu'un constructeur comme Tesla a pu montrer au monde entier qu'ils sont capables de fabriquer des véhicules purement électriques et ils ont changé la donne. Et c'est pour ça que tous les constructeurs sont maintenant derrière. Et après, maintenant, Tesla a lancé le train. Maintenant, c'est aux constructeurs nouveaux ou anciens de suivre pour pouvoir répondre aux attentes des clients. Et s'inscrire dans le sillage, effectivement, dans ce sillage-là, un peu comme la boîte ou le tunnel qu'il a créé en dessous de Vegas, là, tout le monde s'inscrit dans ce sillage-là. Alors,
Tout à l'heure, je parlais d'Apple parce qu'effectivement, Apple, ils ont créé vraiment un écosystème totalement dédié. On se rend compte que naturellement aussi Tesla, quand ils font des superchargeurs, c'est pour permettre aussi que tu puisses acheter un véhicule et le recharger. Donc, ils créent un peu cette infrastructure-là. Mais on voit aussi que, par exemple, Tesla interdit, enfin interdit, n'interdisent pas, mais en tout cas, ils n'utilisent pas Waze. À Paris, on utilise beaucoup Waze parce que ça fait gagner beaucoup de temps à tout le monde. Mais c'est aussi parce qu'il y a un partage de la data qu'ils n'ont pas envie de faire. Ils veulent être comme Apple dans un environnement très fermé. Mais c'est ce qui leur permet aussi de garantir une UX la meilleure possible. Je prends l'exemple des essuie-glaces. Là où aujourd'hui, si tu prends une Renault ou une Peugeot, tu as un petit boîtier développé par Valeo ou par un autre équipementier qui est développé en usine pour savoir quand est-ce qu'il faut lancer ou pas les essuie-glaces automatiques. Alors que chez Tesla, et donc ce boîtier n'évolue pas, mais chez Tesla, il y a effectivement des lasers, mais qui sont complétés par des caméras qui en fait filment en permanence le pare-brise avec de l'IA pour identifier et savoir pourquoi est-ce que tu as déclenché manuellement les essuie-glaces, de façon à ce que toutes les voitures, dans une logique un peu neuronale, soient améliorées constamment par l'analyse qui est faite en IA pour une fonction qui peut être basique, mais qui sont en fait les essuie-glaces. Mais les essuie-glaces, ça participe directement à l'expérience de client, quoi. Donc, finalement, ils ferment le système pour améliorer le X et avoir le contrôle sur tout. Est-ce que chez Lucide, vous raisonnez pareil? Parce que tu vois, chez Renault, chez Peugeot, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des pubs télé en disant voilà, si vous achetez une Volvo, si vous achetez une Renault, vous allez avoir l'interface Google. Donc, ils sous-traitent un peu à Google l'interface clé qui est l'interface avec le conducteur. Et ça, finalement, est-ce que c'est pas faire rentrer un petit peu le loup dans la bergerie? Et comment est-ce que chez Lucide, vous voyez les choses? Je suis d'accord avec toi. Sur l'intégration de systèmes, si tu veux avoir une intégration, une interface le plus fluide possible, il faut que ces systèmes soient le mieux intégrés possible. Sur le marché, des caméras, des radars, des ordinateurs de gestion pour les phares et autres, ça se trouve assez rapidement et tous les grands constructeurs l'utilisent. Nous, comme d'autres constructeurs, pour améliorer cette interface, on est obligé de créer tout en interne. On prend par exemple la technologie de nos phares chez Lucide, où tout est géré en interne. C'est une technologie Lucide avec une gestion Lucide qui adapte les phares par rapport aux conditions de la route. Et ça, c'est aussi une partie de cette révolution, c'est que comme nos téléphones, comme beaucoup de choses, l'intelligence artificielle fait que ça apprend de plus en plus l'usage du véhicule ou du téléphone, et ça l'améliore en temps réel. Ça partage les données, ça s'améliore. Donc oui, pour répondre à ta question, oui, on le fait, et c'est ce qui va permettre de se différencier par rapport à un constructeur qui va adapter des technologies classiques au sein du véhicule. C'est un changement radical, hein, si je peux me permettre. C'est un changement radical. Parce que ce que tu nous expliques, c'est que parce que le véhicule est connecté, parce qu'il y a effectivement une collecte de la data, parce qu'il y a une étude, une analyse de la data, alors ça facilite l'apprentissage et la création finalement de choses qui jusque-là étaient sous-traitées des équipementiers. Si vous prenez un constructeur historique, il garde le design, il garde la conception des moteurs thermiques, et tout le reste, quasiment tout le reste, est sous-traité des équipementiers. Alors que là, grâce au fait que ce soit connecté, vous intégrez ces métiers qui auparavant étaient sous-traités à des équipementiers comme Valeo, comme Faurecia et que sais-je. C'est un changement radical. Tout à fait, c'est un changement radical, et c'est aussi l'échange de données, parce que nos véhicules envoient des données continuellement sur comment ils sont utilisés, et aussi on les met à jour régulièrement en fonction de ces données, en fonction des nouveautés, en fonction de nouvelles technologies. Les véhicules sont prêts à recevoir de la mise à jour via Internet pour rajouter des fonctionnalités ou rajouter certaines nouvelles choses. Mais c'est ce qui fait aussi la valorisation. C'est ce qui fait aussi la valorisation de ces boîtes-là. C'est que finalement, ce n'est pas qu'un constructeur. C'est vraiment, il y a un savoir-faire extrêmement fort. Alors,
On parlait des mises à jour, on parlait de l'over the air. J'imagine que chez Lucide, c'est pareil, vous aurez des mises à jour régulières. Moi, je viens de faire la V11, pas plus tard que ce matin, sur ma Tesla. J'ai découvert des nouvelles options, des nouvelles fonctionnalités, et je trouve ça comme un smartphone. Finalement, c'est assez incroyable de pouvoir se dire, j'ai acheté un véhicule il y a 5 ans, j'ai la même interface qu'un véhicule qui est tout neuf, là où sur une Clio, il fallait acheter la génération suivante pour avoir une nouvelle interface qui, de toute façon, avait été développée 5 ans avant, donc de toute façon, qui n'était pas hyper au point. Alors que là, il y a une delivery qui est faite finalement 1 mois, 2 mois après qu'elle ait été conçue. Donc vous avez toujours un véhicule qui est toujours très frais finalement. Tout à fait. Tout à fait, ouais. C'est vrai que ces mises à jour font que le véhicule est un véhicule, à chaque fois qu'il y a une grosse mise à jour, c'est un véhicule différent parce que il y a des nouvelles options où le hardware, donc l'équipement est déjà en place. Comme je disais, on a plus d'une trentaine de capteurs et de caméras sur la Lucide, qui sont utilisés peut-être à 30-40% aujourd'hui. Mais la mise à jour régulière du software fait que on va les utiliser à 100% à un moment. Et puis on débloque, comme les autres constructeurs, on débloque de nouvelles fonctionnalités, puisqu'aujourd'hui ces fonctionnalités sont encore en développement. Donc on est encore en train de les développer, et dès qu'on on aura fait tous les essais, tous les tests, pour certaines, une fois qu'elles seront validées d'un point de vue légal, on les offrira à tous nos clients via la mise à jour par Internet. Ah, c'est passionnant. Alors, je sais que dans les startups, on fait une roadmap de façon très simple avec un Kanban, avec quelles sont les fonctionnalités les features qui ont été développées, quelles sont celles qui sont en cours de développement, et puis on demande effectivement aussi aux utilisateurs de voter sur les fonctionnalités pour qu'elles basculent dans la colonne du milieu, donc celles qui vont être développées. Comment est-ce que vous fonctionnez chez Lucide pour finalement prioriser et dire, voilà, on va développer telle ou telle feature parce qu'on estime qu'elle colle le plus possible à la mission, à l'ADN de la boîte, mais aussi au fait de satisfaire les clients. Comment est-ce que vous faites, vous avez un panel, Alors, vous avez c'est la data, voilà. c'est la data ou c'est des discussions? Alors aujourd'hui, la data, on n'en a pas tant que ça, parce qu'on a quelques centaines de véhicules qui ont été livrés, et on n'a pas encore assez de retours sur l'utilisation de nos clients. On fait ça en interne. Il y a des discussions où là, encore une fois, tout le monde peut y participer. On a plus de 2000 personnes au sein de l'entreprise, donc les questions se font. On a des questionnaires ou des genres de quiz. On a même des journées où on peut amener toutes nos idées, et on teste. Si l'idée est viable, on la teste, et si ça fonctionne, on la met dans cette colonne du milieu en développement pour la mettre sur les véhicules. Mais aujourd'hui, c'est les employés, et puis comme on a des employés qui viennent vraiment de ce monde automobile, monde innovant, et puis monde tech, toutes ces idées, elles y sont déjà. Mais demain, et assez rapidement, dès qu'on va avoir assez de véhicules sur la route, même si on a fait plusieurs millions de kilomètres avec nos véhicules d'essai, dès qu'on va avoir plus de véhicules, ces informations vont revenir de l'intelligence artificielle qui va nous remonter aussi certaines données et de la façon dont nos clients utilisent les véhicules. Parce que ce que je retiens dans ce que tu me dis là, c'est qu'il y a une culture du participatif, il y a une culture du test. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a aussi un point qui est commun avec les entrepreneurs, c'est une culture de l'humilité. Et finalement, on crée des produits qui sont au service du client. Si le client veut telle ou telle fonctionnalité, on lui apporte. Là où on venait peut-être d'une culture où on était finalement, on voulait imprimer une marque, on voulait imprimer un savoir-faire, où on allait finalement imposer aux clients ce qu'on voulait, ce qu'on estimait être le mieux, et puis c'était à lui de s'adapter. Alors, naturellement, c'était clivant, et puis si le client n'était pas friand, il allait acheter une autre marque, mais on allait apporter une espèce de parti pris, d'image de marque différente. Alors que là, dans la culture de la tech, finalement, il y a, au-delà de la consultation des collaborateurs, au-delà de la consultation des clients, au-delà de l'analyse de la data, il y a une humilité qui est à la base de tout, finalement. C'est parce qu'on est humble, et c'est parce qu'on va prendre le meilleur de ça qu'on va avoir quelque chose qui va plaire au client, parce que le focus et la seule obsession, c'est de plaire au client.
Tout à fait. Et puis il y a une chose aussi sur laquelle on travaille. L'assistance vocale aujourd'hui dans beaucoup de véhicules est une assistance vocale fabriquée Le alors, constructeur. par l'un des sous-traitants du groupe. Nous chez Lucide, on a décidé d'utiliser directement Alexa. Alexa est une Chez Amazon. technologie de chez Amazon, donc aujourd'hui beaucoup de gens utilisent Alexa. C'est peut-être pas la meilleure, mais elle fait partie des 2-3 meilleures sur le monde de l'assistance vocale. Donc c'est ce qu'on a décidé d'intégrer au Lucide. Donc on peut demander dès qu'on s'assoit dans le véhicule, on peut discuter avec Alexa pour ou commander des options du véhicule ou commander tout ce qui est connecté sur notre contrat Alexa. Donc les lumières, l'alarme de la maison, la porte de garage, tout ça passe via Alexa. Ça veut dire que dans cette expérience conducteur, vous êtes en train de travailler sur finalement tout ce qui entoure le conducteur, la porte de garage, le portail, la recharge, donc tout ce qui est connexe finalement au quotidien de l'utilisation d'un véhicule. Tout à fait, ouais. Aujourd'hui, quand on parle d'interface, c'est connecter le plus de choses possible pour éviter d'avoir 3 télécommandes différentes, faut que je règle la température chez moi, faut que j'aille. Donc tout est connecté au même endroit pour que depuis le véhicule, on puisse commander l'ensemble de nos équipements. Ouais, c'est très intéressant. C'est une prise en compte effectivement très globale des contraintes ou de la vie, du quotidien finalement du conducteur, qui ne se limite pas à conduire le véhicule. C'est le portail, c'est, la recharge, quand je suis chez moi, je veux que mon véhicule, quand j'arrive, soit chaud et soit dégivré, donc je le prépare. Et quand je suis chez moi, je veux aussi pouvoir, en partant de chez moi, chauffer ma maison pour éviter, d'arriver dans un appartement froid. Donc tout ça, c'est connecté. On a aussi demain le véhicule to grid qui permettra, si mon le véhicule électrique pourra alimenter aussi une partie de la maison en électricité. Donc tout ça, en fait, Alors, tout ça est connecté et participe finalement à cette expérience. tout à fait. Alors, en parlant de bidirectionnel, courant bidirectionnel, notre véhicule est capable d'alimenter un autre véhicule ou est capable d'alimenter une batterie ou la maison. Ah oui, c'est Donc fort ça, ça. Parce que les anti-véhicules électriques te disent, mais si je tombe en panne sur l'autoroute, je viens qu'un jerrycan d'essence et je te dépanne. Si je tombe en panne avec un véhicule électrique, je ne peux rien faire, je suis obligé de la remorquer. Alors que là, si une Lucide tombe en panne, il y a peut-être dans les mois, années qui viennent, une autre Lucide qui pourrait s'arrêter, se connecter, lui donner les 5 ou 6% dont il a besoin pour aller jusqu'à la borne suivante. Donc ça, tout à fait, ouais. c'est quand même fort. Tout à fait. Donc ça, c'est cette technologie est en place. Et alors, encore une fois, elle est validée en interne. Elle n'est pas encore donnée à tous les clients, mais ce n'est qu'une question de semaines ou de mois pour le mettre sur tous les véhicules. Mais cette technologie est déjà à bord du véhicule. Non, c'est passionnant. C'est passionnant et effectivement, on se rend compte que les véhicules sont équipés. Tous les équipements, tout le hardware n'est pas encore exploité pleinement, mais ils sont déjà prééquipés et on sait chez Tesla, il y a des caméras qui aujourd'hui ne servent pas, mais qui demain serviront parce qu'ils ont déjà anticipé tout ça, parce que dès lors que il y a en over the air une mise à jour du software, alors il faut effectivement qu'en équipement, les véhicules soient prééquipés un maximum. Voilà. Bon. Écoute, c'est passionnant. C'est passionnant. Comment est-ce que, pour conclure, comment est-ce que tu vois les choses, comment tu vois les choses évoluer, ou est-ce que toi, dans un avenir proche, tu te vois rester aux États-Unis, revenir en France? En tout cas, vu de Paris, je trouve que ton expérience est d'une richesse folle. Enfin, pour les Européens, je pense que la vision que tu as et l'expérience que tu as est extrêmement intéressante pour des constructeurs européens. Merci. C'est vrai que, alors moi, je me vois beaucoup au sein de Lucide encore pendant quelques années, parce que c'est une entreprise. Ça va faire un an, ça va faire 15 mois que j'ai commencé, donc septembre de l'année dernière.
Euh, en un peu plus d'un an, il y a énormément de choses qui se sont passées. Je suis arrivé, on avait des véhicules prototypes. Aujourd'hui, un an après, on a des véhicules dans la rue déjà livrés aux clients. Donc, je pense que les prochaines années, je vais rester dans ce domaine-là parce que c'est vrai que d'un point de vue enrichissement culturel et de façon de faire, c'est très intéressant. Oui, et puis cette vélocité, cette rapidité, en l'espace de 15 mois, tu as vécu des avancements extrêmement forts. Tu participes à une aventure extrêmement forte, là où effectivement dans plein de business, en 15 mois, tu peux ne même pas voir l'arrivée, l'aboutissement d'un projet parce qu'il est entre les mains de nombre de chefs de projet différents, quoi. C'est vrai que l'expérience doit être totalement différente. Je fais beaucoup le rap parallèle. Alors, j'étais dans l'aérospatial. Et c'est vrai que dans l'aérospatial, c'est très lent. Et je pense que même dans ce domaine-là, alors c'est pas automobile, mais pour faire un petit rapprochement, entre ce qui se passe en Europe dans l'aérospatial et ce qui se passe aux États-Unis avec le même PDG qui fait de la voiture électrique, il y a une vitesse et une rapidité qui fait que aujourd'hui la technologie et les projets européens deviennent obsolètes ou deviennent obsolètes dès qu'ils commencent parce que ici aux États-Unis avec cette même mentalité dans l'aérospatial, ça fait que ça va très vite. Et encore une fois, ils n'ont pas peur de faire des erreurs. Ouais, tout On à fait. essaye, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on apprend de notre erreur et puis on recommence. Oui, mais c'est ce rapport à l'échec. C'est que si tu tentes, c'est beaucoup plus valorisé le fait de tenter. Donc tu tentes quelque chose, ça marche pas, mais tu as tenté. Et ça, c'est très valorisé. En France, on va pas, on va pas valoriser ça. On va valoriser, on va sanctionner l'échec et on ne va pas valoriser le fait d'avoir essayé d'améliorer les choses. Et c'est vraiment des différences culturelles qui sont très fortes et qui font que quand tu crées, quand tu entreprends, ça change tout. Ça change tout. C'est le cœur même du réacteur, de la pensée pour mettre en œuvre de nouveaux projets, pour innover. Tout à fait. Bah, écoute, c'était super, Julien. Merci vraiment mille fois d'avoir pu échanger avec nous aujourd'hui. Un espèce tu parlais de Dream Drive tout à l'heure. Ce qu'on pourrait imaginer en termes de dream chez nous, c'est qu'on puisse venir te voir avec une dizaine, une quinzaine d'entrepreneurs et de CEO de startups pour venir découvrir ce que tu fais chez Lucide et puis découvrir les boîtes de la Silicon Valley. C'est des choses qui se font, hein, c'est pas extraordinaire, mais je serais ravi qu'on puisse le mettre en œuvre. Donc merci encore à toi. On te souhaite vraiment le meilleur avec ton épouse qui est américaine, à la fois professionnelle et personnellement, et on sera ravis de te voir sur Paris ou de venir te voir dans la vallée. Merci, merci Romain et puis merci à Autotech. Avec plaisir. Merci beaucoup Julien. À très bientôt.